Dans mon cas, mon rapport aux rencontres et à la séduction était sûrement parfois inélégant et immature. J'ai sans doute parfois fait preuve de goujaterie. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai déjà abordé il y a 9 mois. On va parler de l'affaire Norman et si on va en parler aujourd'hui, c'est parce que Norman s'est exprimé et ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. En fait, Norman s'est exprimé pendant 15 minutes dans une vidéo sur sa chaîne YouTube. Et cette vidéo a énormément fait réagir sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux. Et elle a tellement fait réagir que certains gros YouTubeurs ont littéralement affiché leur soutien à Norman en commentaire de la vidéo. Bon, par contre, ce qui est bizarre, c'est que les commentaires, je ne les retrouve plus. Est-ce que ces créateurs n'assument plus le soutien qu'ils lui ont apporté ? Possible. En tout cas, quand on voit le nombre de messages de soutien qu'a reçu le créateur en dessous de sa vidéo, eh bien, ça pose certaines questions. Est-ce que dans cette vidéo, il y a des preuves irréfutables qui viennent peut-être l'innocenter? Qu'a-t-il à nous dire? Pourquoi a-t-il pris autant de temps avant de s'exprimer? Autant de questions qui trouveront peut-être réponse dans la vidéo qu'il a postée sur sa chaîne. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est qu'on écoute et qu'on analyse ensemble la vérité de Norman. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On me rejoint sur Twitch où je live les dimanches soirs à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Il y a 9 mois, je vous avais sorti cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vous avais fait un récap de toute l'affaire Norman depuis le début en utilisant des passages de la meilleure vidéo sur le sujet, la vidéo du roi des rats. La vidéo du roi des rats sur le sujet, ça reste une référence, je vous mettrai le lien en description. Mais si vous voulez comprendre plus rapidement et plus simplement l'affaire Norman, je vous mets le lien de ma vidéo en description. Au début de la vidéo, pendant 1 minute 30 environ, il repose le contexte de cette affaire. Donc il refait un petit peu les faits chronologiquement jusqu'à arriver à cette conclusion. L'affaire a été classée sans suite. Pendant 2 ans, ma vie a été scrutée minutieusement par la justice, constituant un dossier de plusieurs milliers de pages, impliquant une garde à vue, avec confrontation de chacune des plaignantes le 5 décembre 2022. Le 11 octobre 2023, le procureur de la République, sur réquisition du parquet, m'a délié de ces accusations en prononçant un classement sans suite. Je cite, « Norman n'a pas exploité sa notoriété ni la potentielle vulnérabilité des plaignantes au point de tromper leur consentement. Aucun témoignage ne permettait cependant d'établir avec précision des comportements déplacés à l'encontre des plaignantes ou d'autres jeunes femmes. » Alors c'est important de le rappeler, mais l'enquête c'était pour viol et corruption de mineurs. Dans la suite de cette introduction, on va avoir droit à un petit moment mea culpa, on va dire. C'est un moment où il reconnaît ses torts, mais pas trop. Un moment où il s'excuse presque, mais sans dire les bons mots. Ce classement sans suite ne débouche sur aucune mise en examen, ni procès, ni condamnation. Alors oui, la conclusion judiciaire de cette affaire est un classement sans suite. Cependant, je me dois de reconnaître qu'on vit une époque dure, parfois même injuste, mais qui est salvatrice pour notre société. Dans mon cas, mon rapport aux rencontres et à la séduction était sûrement parfois inélégant et immature. J'ai sans doute parfois fait preuve de goujaterie. Donc j'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Je crois qu'il m'envoie un snap de sa tête, je lui dis ah bah t'as pas bronzé, enfin bref, je réponds comme ça, il me dit ah ouais je te plais pas, non non non. Et donc là je lui réponds directement mais t'as 30 ans par contre tu vois, parce que je commence à réaliser que bah c'est bizarre qu'il me réponde ça quoi. Au début c'était tout et rien, du style on parlait de mon petit chien, lui il me parlait des animaux de compagnie qu'il avait pu avoir, et ça a commencé en fait à dériver sur des étant donné que je peux pas te voir, est-ce que tu peux m'envoyer une photo? Clairement, petit à petit, je sentais que ses propos étaient ambigus et que c'était de la drague. Tu vois, moi, je voulais juste continuer à lui parler, mais sans cette ambiguïté un peu malsaine. Et le seul truc que j'avais répondu que j'avais trouvé à lui répondre, c'était, écoute, dans ce cas-là, on se parle quand je serai majeure. Donc, tu vois, je pose limite. Je lui dis, écoute, là, c'est pas possible par rapport à l'âge. Et là, il me dit un truc du style, j'hésite à te supprimer du coup. En fait, c'est lui, le premier, qui m'a envoyé une photo torse nu. Et il m'a envoyé... Et maintenant, tu m'envoies la même. Lol, t'inquiète, tu plaisantes. C'était très malsain, en fait. Je sais pas si on peut parler d'emprise, mais il essayait de mettre un truc en place, tu vois. Enfin, plutôt, il tape le terrain
pour voir sur qui il va tomber. Parce que moi, on va dire que j'ai eu de la chance à cette époque-là de ma vie. Moi, j'allais très bien. J'avais quand même la tête sur les épaules, on va dire. J'avais le recul pour réaliser finalement assez rapidement, même si au début, j'étais un peu naïve, de me dire que c'était vraiment anormal et pas du tout approprié. Je l'ai fait. En fait, je lui ai envoyé une photo, je crois que c'était en soutif et en jean. Et très rapidement, en fait, il a commencé à m'envoyer des petits trucs comme ça. Mais toujours en me disant, mais je plaisante, t'inquiète pas. Mais ça aurait été mieux sans le soutif. Et sans le jean aussi. Ah, puis sans la culotte. Mais toujours avec un, non mais je plaisante, t'inquiète. J'ai également sans doute parfois blessé des gens, involontairement, et ça je le regrette sincèrement. Bien que mes accusations étaient disproportionnées, ce que la justice a confirmé, on peut toujours mieux faire. Moi le premier. Si mon rapport à la séduction avait été absolument irréprochable, bien entendu, il n'y aurait eu rien de tout ça. Et si ça peut servir de leçon, alors tant mieux. Cet épisode m'aura fait perdre beaucoup trop, et ça je vous le raconte dans la suite de cette vidéo. Alors, à ce moment-là, quand même, je me dois de recontextualiser un peu tout ça, parce que c'est vrai que quand on parle de goujaterie, on pense pas spécialement que les filles reprochent à Norman. Par exemple, concernant la plainte pour viol, voici ce qui lui est reproché. Et il a insisté plusieurs fois pour que j'y aille, et moi je lui ai toujours dit non. Face à son insistance, j'ai fini par accepter de faire des choses avec lui pour, on va dire, le soulager, malheureusement. Et j'ai décidé de lui faire une qui d'ailleurs, du coup, il retenait ma tête quelques fois. Et à la fin, il a dans ma bouche, alors sans mon consentement, du coup, et sur mes seins. Et par rapport à la corruption de mineurs, voici un petit peu quelques témoignages qu'on peut retrouver. Alors, sur ces témoignages, on ne sait pas exactement qui a décidé de porter plainte. Enfin, il y en a une, on le sait, et c'est sûr, c'est Maggie, la québécoise. En tout cas, voici quelques témoignages de l'époque que le roi des rats avait récolté. T'avais quel âge quand t'as commencé à discuter avec Norman? J'avais 16 ans quand j'ai commencé, puis lui, à ce moment-là, avait 30 ans. J'étais toujours en train de lui poser des questions. Il me disait tout le temps « Non, là, je me dérange pas. Non, j'ai pas de meuf. » Genre, arrête de poser des questions. T'es un petit bébé, genre. Parce que j'arrêtais pas de poser des questions. Puis selon lui, c'était immature de poser trop de questions. J'avais 16 ans, ça s'est passé en 2010, donc je l'ai rencontré en convention. J'étais donc avec mon petit ami, 16 ans, premier copain. Moi, je le connaissais pas, j'ai quand même demandé à avoir un autographe. Et j'ai senti, en fait, il m'a tapé sur le bras et il m'a dit « Tiens, mets ça dans ta poche, mets ça dans ta poche. » Et en fait, il m'a tendu un petit post-it jaune. Quand j'ai regardé le papier, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était son numéro de téléphone, demander si ça se passait bien mes cours. Et en fait, un jour, il m'a envoyé « Ah, je sais pas pourquoi, j'aimerais trop être avec toi, là, maintenant. Du coup, comme on peut pas être ensemble, est-ce que tu peux m'envoyer une photo ?» Et en fait, il m'en a envoyé une de lui, où il était torse nu. Et il m'a envoyé, c'est ce genre de photos-là que je veux. Un jour, j'ai envoyé un Snapchat en lui disant que j'étais fan de lui. Et le lendemain, j'ai vu qu'il m'avait ajouté. Et de là, on commençait nos échanges sur Snapchat. Et ça a duré jusqu'après mes 18 ans et que je le rencontre. Il était très insistant. Il me demandait beaucoup de photos de moi. Quand je lui envoyais pas ce qu'il me demandait, il me menaçait de me bloquer et de me supprimer. Il me demandait une photo de moi dénudée. Je le faisais. Et puis derrière, il me disait non mais c'est pas assez. Si j'étais en sous-vêtements, il me disait dommage, il y a trop de tissu. Enfin, il me disait qu'en gros, j'étais une gamine de pas jouer le jeu à 100%. Ça a commencé en mars 2015. J'avais donc 15 ans par la suite d'un tweet où je complimentais sa vidéo et plus ou moins son physique parce qu'il avait fait une fausse barbe. Il m'a suivi sur les réseaux, en particulier sur Twitter. On a commencé à parler un message privé. Il m'a demandé mon Facebook. Je l'ai ajouté, trop contente et à la fois hyper étonnée. Donc je l'ajoute, on commençait à parler sur Messenger mais sans trop d'ambiguïté jusqu'à où il me demande une photo de moi. Alors je demande pourquoi, je trouve ça bizarre. Sur le coup j'ai cru même que c'était le faux. Donc il m'envoie d'abord une photo de lui, ce que je lui demande pour être sûr que c'est bien lui. Une photo de lui, une photo basique juste de son visage, vraiment qu'un selfie. Encore une fois, j'hésite, je leur envoie pas de message. Je dis je suis désolée, j'y crois pas trop. Et du coup, il joue sur le chantage en me disant ok, bye. Donc je renvoie quand même une photo de moi en selfie, pareil. Après, rien trop d'ambigu par la suite. On continue de parler et un jour, il me propose de m'ajouter sur Snapchat avec son nom de nono super secret. Donc je l'ajoute. Il envoyait souvent des photos. Dans ses selfies, il m'envoyait, c'était vraiment avec des bisous cœur, des trucs un peu suspects. Enfin, j'avais 15 ans, lui bientôt 30. Il a mis un snap en story d'une marque de gâteaux vegan
qui me donnait trop envie. Et quelques jours plus tard, du coup, la story avait disparu. Et j'ai décidé de lui demander parce que j'avais envie de savoir ce que c'était. Donc je lui demande, excuse-moi, c'était quoi la merde de Kato que t'avais mis en story? Et il m'a dit, si tu montres une photo de tes boobs, ok. Voilà. Je me rappelle, à l'époque où j'ai fait la vidéo sur Norman, il y avait eu quand même pas mal de commentaires qui remettaient la faute sur les filles. Oui, elles l'ont ajouté, oui, elles lui ont écrit, elles lui ont répondu, certaines ont envoyé des photos d'elles dénudées. Alors, je vais me permettre de faire une précision pour ces tarés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Peu importe si une fille mineure vous écrit, vous fait du rentre-dedans, veut avoir des relations avec vous, etc., c'est à l'homme adulte de dire non. Si vous ne comprenez pas ça et que vous arrivez à remettre la faute sur ces filles, bah, y a un très gros problème. Par contre, une autre précision également. En fait, dans ce type de cas, il y a deux choses qui vont s'opposer. La loi et la morale. En fait, légalement, un homme de 30 ans peut avoir une relation avec une fille de 16 ans si les parents sont au courant, d'accord, etc. S'ils ne le sont pas, eh bien c'est du détournement de mineur. Mais techniquement et juridiquement, l'homme ne risque rien. Oui, parce que la majorité sexuelle est à 15 ans et 3 mois, si je dis pas de bêtises. Par contre, moralement, on est tous d'accord pour dire que c'est dégueulasse. Alors dans cette affaire, on parle pas de relations sexuelles avec des mineurs, on parle de corruption de mineurs. En fait, l'acte de corruption n'est pas défini par le code pénal, mais grosso modo, c'est les agissements qui, par leur nature, traduisent de la part de l'auteur la volonté de pervertir la sexualité d'un mineur. Par exemple, inciter un mineur à prendre des poses à connotation érotique pour la réalisation de clichés photographiques, inciter plusieurs mineurs à se livrer entre eux à des actes pornographiques, inciter un mineur à s'exhiber et à dévoiler sa poitrine et son sexe au moyen d'utilisation d'un réseau de communication électronique, exemple webcam. Tout l'enjeu dans ce type d'affaires, c'est d'arriver à prouver que l'auteur avait bien conscience de l'âge des présumées victimes, mais également à matérialiser l'incitation à, par exemple, avoir des clichés dénudés de la personne mineure. Voilà, fin pour les petits rappels, on va repasser à la vidéo de Norman. C'est assez étrange de constater que les fameux témoignages étayés par les plaignantes soient bien différents dans la vidéo d'un petit youtubeur random que face à un vrai enquêteur représentant la justice. Alors là, il vient nous dire quelque chose de très intéressant, il vient remettre en doute le témoignage de certaines présumées victimes qui avaient témoigné dans la vidéo du roi des rats, et il sous-entend que leur version devant les enquêteurs est bien différente de la version dans la vidéo du roi des rats. Ça, malheureusement, on ne peut pas vérifier. Et forcément, le fait qu'on ne puisse pas vérifier, ça le met dans un certain confort. Parce que sur ce point-là, impossible de dire s'il dit la vérité ou pas. Aujourd'hui, après 2 ans d'une enquête extrêmement poussée, où ma vie a été passée au peigne fin, qui a été classée sans suite, j'ai besoin de me défendre pour protéger ma famille et pour faire entendre ma vérité. On a dépeint un portrait de moi littéralement horrible, qui est à milieu de ce que je suis réellement. Je me suis toujours efforcé d'être quelqu'un de doux et attentionné avec les gens qui m'entourent. Je crois que ça se voyait un minimum dans ce que je pouvais vous montrer dans mes vidéos. Alors c'est vrai qu'on a dépeint un portrait assez atroce de lui. Cependant, il est le principal responsable de ce portrait, le principal acteur. Et c'est pas juste des paroles comme ça, c'est pas forcément que les témoignages. Il y a aussi énormément de screenshots de discussions, et pas avec une seule plaignante, et pas avec une seule fille, mais avec 5 ou 6 filles. Puis des cas de personnes qui sont bien différentes en vidéo et dans la réalité, il y en a des tonnes. Donc ça, honnêtement, je vois pas en quoi c'est une preuve. Je vous ai également épargné 5 minutes où c'est un mélange entre le fait qu'il pleure dans les chaumières et le fait qu'il se lance des fleurs. Il nous dit qu'il aurait pu répondre à ses accusatrices sur les réseaux et les mettre mal, mais il ne l'a pas fait parce que grosso modo c'est un mec bien. Il a également laissé l'enquête suivre son cours, toujours parce que c'est un mec bien. On arrive ensuite à un passage qui m'a un petit peu dérangé. Peu à peu, j'ai découvert qui étaient mes accusatrices et ce qu'elles me reprochaient. C'est comme ça par exemple que j'ai appris avec effroi que 2 d'entre elles, avec qui j'avais effectivement échangé sur Tinder, une application qui, je le précise, est strictement réservée aux personnes majeures, avaient délibérément falsifier leur âge. Que ce soit clair pour vous, car ça l'a été pour la justice, je n'aurais jamais échangé avec ces filles si je n'avais pas été dupé. Je ne vais pas vous refaire l'historique de chaque histoire, mais dans chaque situation, j'ai pu apporter mes preuves, mes arguments et ma vérité. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que sur tous les témoignages, il en choisit que 2. Il parle de 2 filles qui auraient menti sur Tinder, donc pour lui parler. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'elles ont menti pour lui parler personnellement à lui, ou alors est-ce qu'elles ont menti pour être sur l'application et ensuite elles sont tombées sur lui. On ne sait pas si ces 2 filles font partie des plaignantes
ou si elles sont juste venues apporter leur témoignage pendant l'enquête. Autant de zones d'ombre qui me dérangent un petit peu parce qu'on peut rien vérifier de ce qu'il dit et je vois pas pourquoi ce qu'il dit aurait plus de valeur que les témoignages dans la vidéo du roi des rats, alors que certains témoignages sont à visage découvert. Il vient ensuite nous parler de sa nouvelle vie depuis cette affaire. Affronter le regard des gens dans la rue, affronter le regard du personnel scolaire dans l'école de mes filles, affronter le médecin, le facteur, le boulanger, tout le monde en fait. Et moi derrière, je pouvais absolument rien dire. Donc ça aussi, ça m'a rongé à petit feu depuis 2 ans. Et je ne vous parle même pas des agressions dans la rue. Hein. Mais ça, c'est que pour ma part, hein, parce que mes filles et Martha subissent un harcèlement sans précédent et incessant depuis cette époque. On ne compte même plus les centaines d'heures chez le psy qu'elles ont dû endurer. Mes filles ressentent tout, comprennent tout. Ma belle-fille a subi du harcèlement scolaire au point de parfois arrêter les cours, parfois arrêter de manger. L'une des plaignantes a quand même pris le risque de nuire à l'enquête en cours, hein, en accumulant les interviews et en citant Martha et mes enfants à de multiples reprises et en insinuant qu'ils pourraient ne pas être en sécurité sous le même toit que moi. Par ailleurs, j'estime que contacter les membres de ma famille, ma femme, ma sœur, le parrain de ma fille, mes amis proches, mes collègues, mes sponsors et j'en passe, c'est de l'ordre du harcèlement, clairement, de la diffamation, de la calomnie et de l'acharnement, surtout quand ça dure depuis des années. Pour ce passage-là précisément, je le rejoins, sa famille, ses enfants n'ont absolument rien à voir dans cette histoire. Ils n'ont pas à payer les pots cassés pour ces erreurs, enfin peut-être ces erreurs. Je pense que le harcèlement, ça sert à rien et c'est absolument pas le but de ce type de vidéo. Le but, c'est juste que les gens comprennent et sachent qui sont les personnes réellement et qu'elles arrêtent de donner de la force à des créateurs de contenu ou des personnages problématiques. Si on tombe dans le harcèlement, les menaces ou autre, en fait, on ne vaut pas mieux que les personnes qu'on vient dénoncer. Donc, par rapport à ce qu'il a vécu, je pense qu'il est sincère. On va ensuite arriver sur un autre passage qui m'a beaucoup dérangé. Je me suis interrogé sur mon comportement passé. Ai-je manqué de prudence en échangeant avec des inconnus? Oui, mais les accusations sont fausses et les répercussions dans nos vies sont cataclysmiques. Quand il dit « j'ai manqué de prudence », il fait référence aux 2 jeunes filles qui ont menti sur leur âge sur l'application Tinder. Mais dans tous les témoignages, il n'y a pas eu que 2 filles et le fait de ne pas parler des autres et de ne parler que des 2 cas qui l'arrangent, ça me dérange beaucoup. On a ensuite un moment où on a l'impression qu'il prépare son retour sur YouTube. Il nous parle notamment de son problème de démonétisation avec le géant américain. YouTube a affirmé en décembre 2022 démonétiser ma chaîne jusqu'à nouvel ordre. Depuis, il y a eu un nouvel ordre, hein, c'est-à-dire la conclusion judiciaire de mon classement sans suite. Pourtant, ma chaîne n'a toujours pas bougé, elle est toujours démonétisée. Au-delà de l'aspect financier, avoir une chaîne démonétisée, c'est compliqué puisqu'en fait, tes vidéos ne sont plus du tout recommandées, plus mises en avant. Elles n'atteignent pas du tout l'audience des abonnés. C'est donc un sacré handicap quand tu veux faire des vidéos. Faire des vidéos ou de la scène, c'est ce que j'aimais le plus au monde. Ça me manque terriblement. Si vous saviez, j'y pense tout simplement constamment. Je crois que j'y pense tous les jours même. Mais je m'en sens plus vraiment capable en fait. On m'a enlevé l'envie et on m'en a enlevé la force. Ce que j'ai mis des années à construire tout seul, sans l'aide de personne, à la force de mes petites idées dont j'étais si fier, a été cancel en un instant. Mon image a été tellement salie que refaire du contenu, je ne sais même pas si j'en serais encore capable. Je ne sais même pas si vous aimeriez vraiment. Si on met de côté ce dont il est accusé, c'est évident que les vidéos, c'est sa vie, c'est sa passion. Donc, quoi qu'il arrive, qu'il soit coupable ou non, forcément, tout ça, ça s'est arrêté. Et c'est sûr que c'est un traumatisme et une vraie blessure pour lui. Donc là, j'ai rien à dire, il est complètement sincère. En tout cas, je pense. Alors, est-ce que ça me touche? Non, mais je pense qu'il est sincère. Et ensuite, on a ce dernier passage un petit peu lunaire où il vient complètement décrédibiliser la parole des présumées victimes en utilisant les femmes. Oui, la libération de la parole des victimes est essentielle, mais pour que ce mouvement soit pérenne, il faut savoir différencier les vraies accusations, des accusations mensongères, et ne pas reconnaître cela retire du crédit à la parole des femmes. Oui, elles existent et elles doivent être identifiées pour que le mouvement MeToo conserve sa légitimité et sa force. Je sais que la partie adverse a annoncé vouloir se porter partie civile
eh bien qu'elle le fasse. De toute façon, l'une d'entre elles n'arrêtera jamais son acharnement depuis des années. Mais en tout cas, soyez-en sûrs, ça ne m'empêchera plus d'avancer. Alors dans cette affaire, il y a deux clans qui vont s'opposer. Il y a les personnes qui vont dire la justice a classé l'affaire sans suite, donc Norman est innocent. Voilà, on ne peut pas se substituer à la justice. Donc c'est comme ça. Et il y a d'autres personnes qui sont convaincues de sa culpabilité et qui disent mais attendez, un classement sans suite, c'est pas être innocent. Alors non, un classement sans suite, c'est pas être innocent, mais techniquement, c'est pas être coupable non plus. Attention, je parle d'un point de vue juridique, c'est indépendant de ce que je pense moi. Par exemple, prenons les différents cas qui peuvent amener une affaire à être classée sans suite. On a par exemple l'absence d'infraction. Les faits signalés ne constituent pas une infraction, c'est-à-dire que le procureur considère qu'il n'y a pas eu de violation de la loi dans les faits dénoncés par le plaignant. C'est un motif de classement sans suite fondé sur le fait qu'aucune infraction n'est relevée dans la plainte, la dénonciation ou dans les procès-verbaux de police. L'infraction est insuffisamment caractérisée. Toute infraction pénale doit être caractérisée dans son élément légal, dans son élément matériel et dans son élément moral. Si l'une des composantes fait défaut, il ne sera pas possible de caractériser l'infraction. Par exemple, si l'intention frauduleuse ne peut pas être démontrée, l'infraction ne sera pas caractérisée. Le classement pour poursuite inopportune, il peut s'agir ici de plusieurs motifs, à savoir le préjudice causé par l'infraction n'est pas assez important et le procureur estime alors que l'affaire n'est pas dotée d'un certain degré de gravité pour y donner suite. Défaut d'élucidation, défaut d'identification de l'auteur, l'auteur de l'infraction bénéficie d'une immunité, donc ça ne doit pas être le cas. L'irresponsabilité pénale, ça ne doit pas être le cas non plus. L'extinction de l'action publique. Alors, cette affaire n'est pas terminée puisque les plaignantes vont se porter partie civile, donc pour l'instant, on va dire il est innocent, mais c'est pas fini. Mais au-delà de la justice, je sais que certaines personnes n'aiment pas le tribunal populaire, mais personne n'est là pour condamner Norman, on va dire juridiquement, pour pousser à ce qu'il soit condamné juridiquement. Mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas faire abstraction de la morale. Parce que dans tout ce qui a été dit, même dans ce que lui a dit, à aucun moment, il n'est dit qu'il n'a pas parlé avec des mineurs. Et ça, c'est ce que les gens retiennent. Si effectivement, il a parlé avec des filles mineures et qu'il y a eu des échanges comme on voit sur les screenshots, alors c'est ce que les gens retiennent. Dans cette affaire, il y a la loi et il y a la morale. Et c'est pas parce que la loi ne le condamne pas que ce qu'il a fait est moralement répréhensible. Et je vous invite à réfléchir à une chose, si demain votre fille de 15-16 ans venait à échanger avec un homme de 30 ans, comment vous allez le prendre? Et encore plus si cet homme de 30 ans vient à lui demander des photos de sa poitrine ou de ses parties intimes. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai été le plus clair possible. J'ai essayé de prendre beaucoup de recul par rapport à ça parce que je me suis déjà exprimé dans la vidéo que j'ai fait il y a 9 mois. Pour moi, l'affaire n'est pas terminée et j'arrive à faire la distinction entre la morale et la loi. Par rapport à la vidéo que j'ai fait il y a 9 mois, j'ai pas changé d'avis. Je suis toujours pas convaincu par les arguments et la vérité de Norman. Je reste convaincu en toute bonne foi qu'il y a eu des échanges, qu'il y a eu des demandes de photos faites à des très jeunes filles, et qu'il y a un problème, peut-être qu'il n'y a pas assez de témoignages, pas assez de preuves, etc. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves que c'est pas le cas. Je pense qu'il y a une distinction à faire entre le légal et la morale. La justice a tranché, en tout cas pour l'instant, mais je comprends que moralement, ça dérange des gens. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Nous, on se retrouve vendredi pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Hands up if you know what I mean. I see you, I feel you. I want you to know that you're not alone. I know what it's like not to have a home. Like walking barefoot up a gravel road. The pain gon' make you unstoppable. Now audible. Feel like I live in the end zone.